bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Songe à qui murmure, mon projet de romance biker, mais pendant la Seconde Guerre mondiale. Je m'étais dit que pour le mois de novembre, où il y a feu le NaNoWriMo, c'était le National November Writing Month, donc le mois en fait où on pouvait écrire un premier jet, on pouvait écrire 50 000 mots en fait dans le cadre de ce projet, et ce projet étant arrêté, d'autres structures ont récupéré en fait cette idée, et je m'étais dit que tiens, peut-être que je pourrais m'avancer un petit peu là-dedans. Sauf que je ferai un contenu spécial pour cette formation, mais je fais partie, encore pour 10 jours, parce que c'est bientôt fini, je fais partie de la promotion Atlas de la formation Licard Devenir écrivain projet best-seller, parce que c'est une formation que j'avais repérée depuis des années, parce qu'ils ont un podcast en fait que je suis sur YouTube de manière très assidue, et disons que le frein par rapport à cette formation, c'était le prix, qui est de 1 600 €, qu'on ne peut pas sortir comme ça en fait. Donc j'ai fait comme une grande fifi, c'est-à-dire que j'ai mis de côté, et on m'a un petit peu aidée aussi. Donc je peux vous dire là, comme je suis à la fin de ma formation, que c'est de l'or en barre, honnêtement. Mais je ferai un contenu spécifique dessus. Où est-ce qu'on en est pour Songe à qui murmure ? Donc Songe à qui murmure, c'est un projet de romance biker Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, puis en Europe, et ce sera dans le Pacifique aussi, parce que Seconde Guerre mondiale, que j'ai en tête depuis un bail. J'ai déjà fait plusieurs contenus vidéo à ce sujet, notamment des contenus sur comment on se sort d'une panne d'écriture. Et en fait, je pense que la préparation d'un roman, c'est carrément un bon plan pour se sortir d'une panne d'écriture. Je n'ai pas encore, comme le contenu de la formation Licard est quand même très conséquent, il y a 45 minutes, il y a plus de 45 minutes de vidéo sur la plateforme, plus les conférences qu'il y a en soirée, donc 2-3 conférences par semaine sur 10 semaines, c'est quand même mouse, ce qui fait que ça a un peu ralenti à la fois mon boulot, je suis très à la bourre, à la fois aussi l'écriture, mais pour moi c'est vraiment un mal pour un bien quelque part, parce que ça m'a donné énormément de biscuits pour la suite. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo-là aujourd'hui ? C'est que dans le cadre de la formation Licard, on a 2 deadlines. Pour la fin de la formation, on a en fait 4 exercices à envoyer, un paragraphe d'intention littéraire, une fiche personnage, un exercice de style de 700 mots et un plan détaillé chapitre par chapitre de 2000 mots ce coup-ci. On a la chance en fait dans cette formation d'avoir un suivi dans la première phase, soit par une correctrice éditoriale, soit par Dimitri Pavlovski, qui est l'éditeur de L'Homme sans nom. Donc un regard qui est vraiment professionnel sur notre écrit. Je vous le dis parce que ce sont des informations qui sont publiques. Les personnes qui sont les correctrices sont Caroline Minic et Elisabeth Ségard, qui travaillent. C'est toute une équipe qui se connaît en fait et qui travaille ensemble. J'ai pas encore eu de retour parce que j'ai envoyé le fichier il y a une demi-heure. Et maintenant que mon poulet est au four, je suis là. Donc j'ai réussi à tout envoyer. Le plan de chapitrage, je me suis un peu arraché les cheveux dessus parce que j'avais déjà plus ou moins fait peut-être pas un plan, c'était pas très ordonné, mais ça m'a forcé à la fois à ordonner tout et savoir en fait qu'est-ce qui se passe dans les chapitres, pourquoi, quelle est l'incidence de ce chapitre sur l'ensemble du roman, voire sur la préparation des romans suivants, parce que moi je suis dans une série de tomes compagnons. J'insiste sur le côté tome compagnon. Je pense vraiment que tel que je le perçois, les livres pourront se lire indépendamment les uns des autres, mais qu'évidemment la lecture des uns après les autres est plus riche quelque part. Mais que ça peut se lire indépendamment, non. Ou ça peut se lire même un livre solo. Je me suis arraché les cheveux surtout parce que je suis sur de l'historique, donc il y a plein d'événements historiques qui sont à caler.
Pour moi, je me sentais pas encore super à l'aise parce que et c'est toujours le cas, parce que, les recherches pour moi ne sont pas terminées. Ce qui fait que j'avais un peu l'impression de faire ça dans le vent, mais tant pis, j'ai une bonne trame, j'ai pris des décisions. J'ai une trame qui est assez solide et pour la petite histoire, j'ai fait un petit, plan de chapitrage d'à peu près 2000 mots que j'ai envoyé à ma correctrice et j'ai aussi fait un plan de chapitrage de carrément plus que qui sera pour moi. Donc, on est plutôt bien. On est plutôt bien. Et la prochaine échéance pour moi, ce qui fait que cette vidéo-là va paraître avant, donc va paraître courant janvier, mais je pense février, c'est que mi-février, j'ai 7000 mots à envoyer et 7000 mots à envoyer et un dossier de soumission, donc note d'intention, synopsis, il me semble. Je dis ça grosso modo, j'ai pas vérifié. Je ferai un contenu spécifique sur la formation LICAR. À envoyer avant le mi... 1, 2, 3, à envoyer avant mi-février pour Dimitri Pavlovski, l'éditeur de L'Homme sans nom. Juste histoire que vous le sachiez, les exercices qu'on envoie en fait avant la fin de la formation, ils peuvent bénéficier d'un aller-retour, enfin de deux lectures des correcteurs ou de l'éditeur, des correctrices ou de l'éditeur. Par contre, comme ce qui est envoyé 2 mois après la fin de la formation est plus conséquent en termes de lecture et est envoyé à une seule personne qui est Dimitri Pavlovski, il n'y a qu'un seul retour de sa part. Mais après, je ne l'ai pas fait moi de mon côté, j'ai assez peu communiqué avec les éditeurs, enfin avec les formateurs de l'ICAR, parce que je me suis marathonné tout le contenu, mais absolument tout, plus la conférence des auteurs indépendants. Je ferai également un contenu spécifique sur cette conférence-là parce que je pense que c'est aussi de l'or en barre. Ce qui fait que j'ai un petit peu moins communiqué à la fois avec les personnes qui étaient en formation avec moi et à la fois avec les formateurs. Mais j'en suis très satisfaite, mais vraiment. Je la recommande les yeux fermés. Et c'est vraiment fait à la fois pour des gens qui débutent, qui n'ont jamais écrit, jamais mené jusqu'au bout un roman. Ça propose évidemment une seule méthode parce que si on était sur de la personnalisation à fond les ballons, c'est pas une formation qui coûterait 1600 €. Et c'est pas ce qu'il faut parce que si ça relève plus du coaching, c'est pas cette formation-là dont vous avez besoin. Si vous avez vraiment besoin d'un accompagnement personnalisé vous n'y trouverez pas votre compte dans la formation LICAR. Ça serait plus du coup à voir avec vos prestataires, bêta lecteur, correcteur, éventuellement coach. Mais bref, je suis très contente de cette formation. Parce que pour moi, ça va être un sacré tremplin pour me remettre à l'écriture de manière sérieuse, de manière ordonnée. Ça me permet en quelque sorte d'ordonner ma réflexion et de réfléchir en fait en amont de l'écriture, au cours de l'écriture et également après, parce qu'on a du contenu aussi sur tout ce qui est commercialisation. Mais je ferme la porte de l'ICAR là parce que sinon je vais en parler pendant 15 ans et ça va être une vidéo spécifique. Donc, où est-ce que j'en suis? J'ai un plan, fiche de personnage, ce qui permet de matérialiser en fait des choses qui étaient que j'avais en tête depuis longtemps. J'ai des petites il y avait des petits trucs qui me chafouinaient sur certains moments, sur leurs relations, etc., que je pense avoir résolus. Je pense qu'on voit surtout dans le chapitrage que j'ai fait, parce que 2000 mots c'est court, on voit surtout le côté historique, on voit pas trop le côté romance et on voit pas trop le côté biker, mais ça se fera au cours de l'écriture. J'ai regardé Tu ne tueras point, qui est, il me semble, je crois bien que c'est un film de Mel Gibson en réalisation. Et en fait, ça m'étonne pas parce que il y a une partie vraiment qui tourne beaucoup autour de la croyance, de la foi. Et on suit Desmond Doss, qui est un jeune homme en fait, qui dans sa famille en fait, il y a le père, il y a la mère, il a un frère peut-être aîné, il me semble. Je sais plus exactement. Ils ont à peu près le même âge, ils ont 1 an ou 2 de différence. Et son père est un vétéran de la Première Guerre mondiale et c'est un homme qui est hanté par ce qu'il a vécu
et qui a sombré dans l'alcoolisme. La foi est quelque chose qui est vraiment très important dans leur famille et qui leur donne en quelque sorte une ligne de conduite. Et le père, en fait, le père d'Os, il refuse que ses fils aillent à la guerre parce que la guerre l'a détruit, parce que c'est devenu un homme violent et c'est devenu un homme qui est déclassé socialement, parce il vit dans ses souvenirs, il est violent avec sa femme, il est probablement, il ne travaille pas ou pas trop, enfin c'est un peu une famille qui galère sur un plan financier. Et c'est un homme qui est hanté. Et ces deux fils vont tous les deux s'engager dans la Seconde Guerre mondiale, une fois que l'Amérique entre en guerre en 41. Et Desmond Doss, en fait, il a prévu d'être objecteur de conscience, voilà. Et en fait, il est adventiste du 7e jour. Ce qu'il veut, en s'engageant, c'est devenir infirmier pour sauver les gens, en gros. Et il ne veut pas porter une arme. Alors, ne pas porter une arme quand on s'engage dans la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu chaud patate. Ce qui fait que l'armée, quand ils vont se rendre compte qu'il ne veut pas porter une arme, l'armée veut le dégager, en fait, parce que c'est impensable. Donc, ils essayent de le faire passer pour fou, entre guillemets, quand il va rencontrer un médecin militaire qui au final va dire bah en fait non, c'est juste ça, ce sont ces valeurs qui font qu'il ne veut pas porter une arme. Donc ils sont coincés, ils vont encore essayer, il va passer un cours martial parce qu'il refuse de s'entraîner en portant une arme. Et je trouve que c'est une histoire vraie, hein. Desmond Doss, c'est un homme qui a existé. Et le truc que je trouve très fort en fait, c'est que son père, en apprenant qu'il passe en cours martial, va rencontrer son ancien capitaine peut-être qui est devenu très haut gradé, donc je pense colonel ou général, va lui parler de son fils et ce colonel ou ce général va ordonner en fait que Desmond Doss soit bien engagé dans la Seconde Guerre mondiale, ne porte pas d'armes et soit infirmier. Desmond Doss va du coup être déployé dans le Pacifique. Je crois que c'est la bataille d'Okinawa qui va être une vraie boucherie où en gros les Américains doivent franchir une espèce de falaise et pour avancer. Et sauf que les Japonais ont creusé des tas de tunnels. Donc les Japonais sont plus petits, plus menus, et ont creusé des tas de tunnels, ce qui fait qu'ils sortent de terre littéralement, et ce qui fait que les Américains se prennent des pilets régulièrement. Et Desmond Doss, en fait, au cours d'une de ces batailles, ne va pas redescendre avec les autres, parce que c'est vraiment une falaise où il y a une échelle de corde, une espèce de filet en fait de corde qui leur permet de monter et de se faire laminer direct. Desmond Doss va rester là-haut et va redescendre un à un les blessés, japonais inclus. Et en fait, ce que je trouve très beau, c'est que il va devenir en quelque sorte leur porte-bonheur. Parce qu'ils refusent les Américains ensuite vont, enfin ses compagnons d'armes, refusent de partir à la bataille tant qu'il n'a pas fini de prier, par exemple. Je trouve ça chouette. C'est vraiment un personnage qui a une sacrée ampleur, qui ne va jamais démordre de ses valeurs, dans un contexte où ces valeurs en fait n'ont quasiment pas lieu d'être. Et ça va changer en fait le regard de ses compagnons d'armes sur lui. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle histoire qui est portée par Andrew Garfield. J'ai vraiment kiffé. C'est vraiment une histoire que je vous conseille. Bon, évidemment, Seconde Guerre mondiale, bataille, tout ça, c'est sanglant. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui souffrent et il y a des gens qui meurent. C'est la guerre. Mais c'est vraiment une très belle histoire. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et dans cette deuxième partie d'un vlog écriture. Depuis, j'ai eu les retours sur mes 7000 premiers mots et le dossier de soumission. J'ai pas tout lu encore parce que l'émotion était... mon tensiomètre était au plafond, donc j'ai pas tout lu. Mais ce que j'ai lu des retours de l'éditeur, ça m'a rassurée. Donc là, je crois que ce que je vais faire au niveau de ce projet de roman, c'est que je vais faire plein de recherches là sur les quelques prochaines semaines. Moi, ce que je veux écrire, c'est une romance. Enfin, chaque roman sera une romance.
J'ai envie d'appuyer quand même sur le côté historique en ne disant pas des choses fausses, en ne disant pas des choses floues, mais j'ai vraiment envie de donner en fait à cette romance historique un caractère authentique et pour qu'il y ait un caractère authentique, il faut qu'il y ait des faits. Et donc les faits historiques, il faut aller un petit peu les chercher. Ce qui fait que j'ai découvert pas mal de trucs du genre. Ils avaient tous une espèce d'assurance. S'ils mouraient au combat, leur famille recevait 10 000 $. Voilà. Mais bon, il y avait plein de choses comme ça. Ça, c'est un truc que j'avais entendu dans Band of Brothers. Je vais vous faire d'abord un retour sur La ligne rouge de Terrence Malick. La ligne rouge, c'est un film de 1998 et c'est sur, je vous dis le pitch vite fait, pendant la guerre du Pacifique. Donc tout ce qui se passe dans le Pacifique, entre le Japon, la Chine, etc. Toutes les petites îles aussi entre l'Australie et le Japon, grosso modo. Donc pendant la guerre du Pacifique, alors que l'armée américaine veut reprendre l'île de Guadalcanal aux Japonais, un déserteur installé dans un village mélanésien doit réintégrer sa compagnie. Les soldats débarquent sans rencontrer de résistance, mais en pénétrant dans les territoires intérieurs de l'île, ils subissent sur la colline 210 un feu nourri provenant d'un bunker lourdement armé. Je prends des grosses pincettes, donc je vais mettre des gros guillemets autour de ce que je dis, mais les Japonais, ils suivaient un code dans Apocalypse Seconde Guerre mondiale, qui est une série documentaire de 6 épisodes. C'est surtout centré sur l'Europe. Un petit peu sur ce qui se passait ailleurs, mais c'est beaucoup d'images de l'époque sur l'Europe et c'est narré par Mathieu Kassovitz. Et en fait, il y a un truc que j'ai retenu là-dedans, c'est qu'il disait que au niveau de l'armée japonaise, c'était une armée également de fanatiques. C'est une armée impérialiste. C'est pas tout à fait comme l'armée allemande, quelle qu'elle soit, que ce soit la Wehrmacht ou les Waffen-SS. Mais en gros, il suivait le code du Bushido, et le code du Bushido, c'est on ne se rend pas. Donc on va jusqu'au bout. Donc on est sur des soldats qui préfèrent se tuer plutôt que se rendre et qu'être fait prisonnier. On est sur une espèce d'extrémisme en fait au niveau de... Enfin, extrémisme, dans le sens poussé à l'extrême, le jeu de la guerre quelque part. La guerre du Pacifique, quand c'était au niveau des îles, etc., c'est qu'ils essayaient... Les Japonais défendaient les îles pour que les Alliés ne s'approchent pas trop de leur île. Et du coup, les Alliés, ils essayaient de choper les îles les unes après les autres pour être enfin à portée de tir du Japon, pour leur envoyer des grosses bombes, entre guillemets. Mettez de côté pour le moment ce qui leur est arrivé, donc Hiroshima et Nagasaki, parce que on n'y était pas encore. Je pense que eux, l'idée, ce qu'ils avaient, c'était de se rapprocher suffisamment avec peut-être de l'artillerie ou un porte-avions, quelque chose comme ça, un gros machin, pour leur envoyer des bombes dans la tronche. C'est ce que j'avais compris. Je vous parle de la ligne rouge, après je vais vous parler d'Apocalypse, Deuxième Guerre mondiale, et après de Band of Brothers. Donc la ligne rouge, on a un soldat qui est joué par Jim Caviezel, je sais pas le dire, qui, au tout début, est avec un de ses... un militaire également, un de ses amis sûrement. Ils sont dans un village mélanésien. Donc ça a l'air tellement éloigné de la guerre, ce petit village où les gens chantent, les gens jouent avec leurs enfants, les deux soldats, ils font de la pirogue, je crois bien que ça s'appelle comme ça, un petit bateau très fin avec un balancier sur le côté. Donc on a en fait ce film-là, c'est tout un jeu de contraste entre la guerre, l'horreur de la guerre, l'attente, etc. Et quelque chose de très contemplatif sur la beauté de la nature, sur... ça va être le soleil qui passe entre les feuilles des arbres, des choses comme ça. Et sur des visages, en fait, les visages de ces soldats qui vont contempler ce qui se passe autour d'eux, qui attendent quelque chose, parce que c'est beaucoup d'attente aussi. Et donc la ligne rouge, on a un gros contraste entre ces deux choses-là. Donc le déserteur, il va revenir avec son pote. J'avais pas compris au début, et j'ai regardé en VO, VOSTFR, donc en anglais sous-titré français, parce que je préfère, hein. Et
j'avais pas capté qu'ils avaient déserté. Pour moi, ils étaient juste paumés. Du genre, ils avaient été, je sais pas, peut-être que leur bateau avait été, leur avion avait été abattu ou, enfin, ils s'étaient échoués là, etc. Et puis, et ce qui faisait que j'avais pas très bien capté comment, enfin, ce qu'ils faisaient dans ce village-là et comment ils avaient retrouvé ensuite leur compagnie. Et bref, on a assisté à leur arrivée dans cette île qui est complètement paradisiaque. Il y avait déjà eu des éclaireurs qui étaient partis leur dire que comment c'était, enfin, pour essayer de faire une espèce de cartographie de l'île, qu'est-ce qu'il y avait comme ressources, est-ce qu'il y avait des gens, où est-ce qu'étaient les ennemis. Et les Mélanésiens là-dedans, ils sont pas vraiment en guerre au final. Pas vraiment. Parce que le village dans lequel ils sont, c'est un petit village qui continue à mener sa petite vie, qui va pêcher, faire cuire son poisson sur la plage et tout ça. Sauf que, donc sur la fameuse colline 210, qui dans la vraie vie ne doit sûrement pas s'appeler comme ça, mais qui s'appelle comme ça pour les Américains, à cette époque-là, il y a un bunker japonais qui est tout en haut, et on est sur quelque chose, si vous voulez, il y a vraiment du relief, hein, c'est pas des collines toutes rondes un peu à la comté dans de Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, on est plus sur des montagnes douces, allons-nous dire, où il faut être vraiment sportif pour courir jusqu'à là-haut, mais c'est tout plein d'herbes, donc si vous vous croûtez, c'est pas grave, vous allez pas vous faire mal. Donc c'est vraiment quelque chose un peu de ce genre-là. Et eux, ce qu'ils doivent faire, en fait, c'est grimper et péter la tronche des Japonais qui sont là-haut. Sauf que, il n'y a pas un arbre sur ces putains de collines, mais par contre, l'herbe est assez haute. Ce qui veut dire qu'ils sont plus ou moins à courir bas, essayer de pas se faire buter, etc. Et les Japonais, par contre, ils sont nombreux. Et cette compagnie-là, ils sont pas nombreux. Ils sont une cinquantaine, un truc comme ça. Et là-haut, ils sont plus de 200. Et la petite cinquantaine, là, ils ont leurs fusils, leurs mitraillettes, peut-être un peu de mortier, mais des trucs qui se portent par des hommes. Et en haut, il y a de l'artillerie lourde. Donc autant dire qu'ils vont se faire défoncer la tronche. Et c'est vrai que c'est ça l'histoire. C'est vraiment ça. On va essayer de choper la colline, etc. Et le truc que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y avait une espèce de sacré contraste entre l'absurdité de cette attaque, mais qui, enfin, sur un plan purement stratégie militaire, c'est pas du tout absurde d'aller en fait choper ce bunker. Parce que c'est prendre possession de l'île qui est important. Donc ce bunker-là, c'est une étape dans la conquête, entre guillemets, et le contrôle de cette île qui est stratégique. Et au final, dans le peu que j'ai vu jusqu'à présent au niveau des guerres, c'est essayer de gratter 100 mètres sur l'ennemi, puis 100 mètres encore, et encore 100 mètres. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je pense que dans les guerres modernes, enfin vraiment très récentes, on est beaucoup moins là-dedans. Mais là, on est vraiment sur des sauts de puce, etc. Et le truc que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que donc ce fameux déserteur là, qu'a Wiesel, je sais plus comment s'appelle le personnage, c'est un gars qui va être très doux envers ses compagnons d'armes, parce que il y en a plein qui vont mourir, évidemment. Donc il y en a qui meurent tout de suite parce que ils sont blessés, enfin ils sont grièvement blessés sur des points vitaux, donc ils meurent immédiatement. Mais il y a ceux qui vont mettre quelques temps à mourir. Et ce gars-là, en fait, vous sentez qu'il est pas... il va obéir aveuglément. Il va obéir parce que c'est son boulot. Mais quelque part, il a une espèce d'indépendance qui fait que... quelque part, je pense qu'il peut être très agaçant pour les supérieurs parce que on peut pas l'accrocher. Il fait les choses, il se porte volontaire, il fait tout ce qu'il faut, mais il avait quand même déserté parce que c'était cool d'aller voir les Mélanésiens dans leur village. Et c'est un film qui est très long. Alors je pense que c'est une caractéristique du cinéma de Terrence Malick, qui est assez obsédé par, euh, par la nature, la contemplation, etc. Ce qui fait qu'il y a une bande son qui est merveilleuse, que vous connaissez, c'est Hans Zimmer.
Et ils sont tous beaux là-dedans. Mais les trucs que je trouvais chouettes aussi, c'est qu'on voyait on voyait l'usure, on voyait la peur, on voyait qu'il y avait des personnes qui étaient un peu plus expérimentées que d'autres, des soldats plus expérimentés, qui avaient plus de bouteilles, qui avaient peut-être plus le contrôle de leurs émotions et compagnie. Et il y en a un, je sais pas si c'est un officier ou quoi, mais c'est quelqu'un qui était un petit peu gradé. Pendant l'attaque, il a vrillé. Il a vraiment vrillé, mais du style, tu le prends par la main et tu le ramènes à l'arrière parce que tu t'es tout seul en fait en train de dire que on est de l'herbe, on est de la terre, on n'est rien en fait. Et je trouvais qu'il y avait un côté très réaliste là-dessus. C'est très joli. Franchement, ça me donne envie de voir d'autres choses de Terrence Malick. Et ouais, il y avait quelque chose de vraiment très beau. C'était émouvant, franchement. C'était émouvant. Je vais vous parler vite fait de Apocalypse, Deuxième Guerre mondiale. C'est un groupe de séries en fait historiques qui vont être essentiellement sur la guerre. Donc il y a la Seconde Guerre mondiale, il y a la Première Guerre mondiale, il y a Apocalypse Hitler, il y a sur la guerre froide aussi. Il y a au moins 5 ou 6 apocalypses différentes. L'Apocalypse Seconde Guerre mondiale, ça va vous donner des tranches d'années en fait pour vous dire comment la guerre elle se lance, comment la France est amenée à capituler très rapidement d'ailleurs, la France et la Belgique. C'est très bien expliqué parce que vous allez avoir à la fois des images d'archives qui sont colorisées, vous allez avoir aussi de temps en temps des cartes qui vont vous expliquer que bah là en fait la Belgique elle a capitulé parce que bah, ils en pouvaient plus et la France très rapidement aussi et ça va expliquer un peu on est sur la vulgarisation historique hein, je pense que c'est très bon pour ceux qui passent le bac là, allez me regarder ça. Et ça va vous donner en fait les idées. Que ça va parler de la Blitzkrieg, du Blitz Donc la Blitzkrieg, c'est la toute première période de la Seconde Guerre mondiale où les troupes allemandes, elles vont taper vite et fort, et très fort, pour écraser en fait les armées adverses, et pour pouvoir en fait étendre leur territoire. Et par exemple, la France et la Belgique, elles ont vite capitulé, mais l'Angleterre, ils n'ont jamais réussi. Même ils ont bombardé inlassablement pendant des mois Londres, donc la capitale. Tous les enfants avaient été, il y a eu, je sais plus, des centaines de milliers d'enfants qui avaient été évacués. Ils ont aussi bombardé par moments de grandes villes où il y avait des usines, où il y avait des ports, où il y avait des usines d'armement, des choses comme ça, pour enlever en fait des capacités de se défendre à l'Angleterre. Donc des capacités à produire des munitions, des choses comme ça. Sauf qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre leur but et qu'à un moment aussi, il y a les Américains qui sont arrivés et sans doute d'autres armées aussi, je me souviens plus exactement. Au Canada, euh, peut-être Hollande, peut-être la Hollande aussi, je sais plus. Mais il y a eu des armées alliées qui sont parties dans le nord de l'Angleterre ou en Irlande pour s'entraîner et préparer le débarquement, en gros. Et c'est vraiment une série de documentaires qui est vraiment très bien faite. Il y a un côté assez glaçant aussi, quand évidemment on aborde les choses très complexes comme les camps, par exemple. Et je trouvais que c'était bien fait. C'était à la fois une vulgarisation des grandes périodes historiques et de grands trucs à retenir, de grandes tendances, on va dire, et des choses qui vont être anecdotiques. Euh, comme, on, comme image d'archive, par exemple, on avait un papa, sans doute londonien, qui filmait sa petite. Tout s'est bien fini pour lui, mais il a filmé sa gamine Rose, qui au final a tout le temps connu la guerre, entre ses 2 ans et ses peut-être 7 ans, un truc comme ça. Et donc c'est costaud, c'était costaud. Que par exemple, un moment, euh,
Les Anglais, ils avaient fait des bunkers et compagnie, enfin des abris pour qu'ils puissent s'abriter pendant les bombardements. Sauf que le métro, il avait été fermé la nuit. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai pas compris pourquoi il l'avait pas ouvert. Mais à un moment, en fait, il a fallu qu'il y ait une grève et qu'il y ait une manif et qu'en fait, les civils, ils aillent forcer les entrées de métro pour qu'on leur ouvre. Et en fait, ces gens-là, la nuit, ils dormaient, une fois que ça a été accepté par le gouvernement, on avait des gens qui travaillaient la journée et qui passaient la nuit dans le métro pendant les bombardements. Et ça a duré des mois. Donc c'est vraiment plein d'anecdotes de ce style-là, et c'est également plein de grandes tendances historiques, si vous voulez. Parce que évidemment, même sur une série documentaire de 6 fois, peut-être, je sais plus, 45, 50 ou 50 minutes ou 1 heure, vous pouvez pas parler de la guerre mondiale partout en 6 heures. C'est pas possible. Donc évidemment, il y a des simplifications certainement et des raccourcis aussi, mais c'est une très bonne série documentaire. Je viens de revoir Band of Brothers, que j'avais vu certainement à leur sortie. Band of Brothers, c'est une série de 2001. C'est une série HBO. Et on va suivre en fait la Easy Company, qui est une compagnie de paratroopers, donc c'est les troupes de parachutistes, qui ont participé parmi d'autres au débarquement en 44. Le 6 juin 44, si je me trompe pas. Et là, on est sur 10 épisodes que ça tourne à peu près autour d'1 heure. Et ces épisodes-là vont se concentrer sur soit un événement, enfin, vont se concentrer de manière générale sur un événement, même un événement qui dure, et sur un personnage en général, un personnage un peu de point de vue. Des fois, c'est un peu plus choral, et des fois, c'est plus ciblé sur un personnage en particulier. Euh, Là, par exemple, au niveau de cette série télé, la particularité d'avoir plein de personnages différents, et j'ai regardé aussi là en version originale sous-titrée en français, donc en anglais, sous-titré français. Comme il y a beaucoup de personnages, c'est pas évident de déjà les retenir, parce qu'ils sont tous habillés pareil, évidemment, vu que c'est des militaires. Donc, bon, ils ont pas les mêmes têtes, mais j'ai une capacité à pas reconnaître les gens qui est assez pas mal. Et je retiens pas les noms non plus, donc je repérais en fait, bah tiens, lui il a une bonne bouille, par exemple. Et cette série télévisée, c'est une adaptation d'un livre, voilà, inspiré de l'œuvre de l'historien Stephen Ambrose. Cette série retrace l'historique des différents militaires de la Easy Company, du 506e régiment d'infanterie parachuté, de la 101e division aéroportée US, dont les membres sont connus sous le nom de Screaming Eagles. Le premier épisode, c'est Currahee. C'est une colline qu'il devait courir en fait pour la rejoindre, etc. Donc on est vraiment sur l'entraînement quand ils sont aux États-Unis. Ensuite, voilà. Sur le deuxième épisode, il y a le débarquement, le D-Day. Sauf qu'ils sont tous éparpillés sur... le D-Day, il avait été... Donc le jour J, il avait été repoussé plusieurs fois parce qu'il faisait pas beau. Et en fait, ils peuvent juste pas se permettre de balancer des centaines de parachutistes. Fallait que tout le monde débarque en même temps. C'est pas tout à fait au même endroit parce qu'il y avait plusieurs plages pour les Américains, mais il y a eu des soldats d'autres armées aussi, canadiennes, australiens probablement, les Anglais, enfin il y a les Français qui étaient partis en Angleterre se réfugier. Ce qui faisait qu'il y a tout ce monde-là qui arrive en Normandie. Et donc il faut que tout le monde arrive en même temps pour taper vite et fort. Et faut qu'il fasse à peu près beau pour pas se retrouver avec des parachutistes éparpillés sur 50 bornes, ce qui s'est plus ou moins passé. Et donc le jour J, quand les Allemands se rendent compte qu'il y a plein de monde qui va arriver, et là le truc qui est intéressant, c'est que comme on est sur les parachutistes, donc la Easy Company, ce sont des parachutistes. Ils vont pas forcément arriver sur la plage. Eux, ils vont être largués au-dessus des terres. Donc il y a ce qui fait que les Allemands,
ils ont sur les plages, ils voient la mer et ils voient les barges qui arrivent. Donc c'est des images qu'on a assez facilement en tête. Et ça, on va pas le voir dans Band of Brothers parce que eux, ils vont être largués dans les terres, donc dans le bocage, si vous voulez. Et j'ai oublié de dire aussi, c'est que ils ont été entraînés pendant des mois aussi en Angleterre, donc dans des endroits en pleine campagne, dans le nord de l'Angleterre sans doute, où les Allemands ne venaient pas. Et donc déjà, il y a des avions qui explosent, donc avec toutes les personnes qui étaient dedans. Il y a des parachutistes, des parachutes qui ne s'ouvrent pas. Il y a peut-être des parachutistes qui tombent dans l'eau et qui se noient. Rien que déjà, le fait d'atterrir vivant, c'était pas mal. Donc on va voir que comme ils sont éparpillés un petit peu partout, ils essayent de se regrouper. C'est pas forcément des gens qui étaient dans la même compagnie. Et donc le but du jeu, c'est déjà essayer de retrouver d'autres soldats américains et de retrouver des gradés. Parce que certes, ils ont tous une petite ligne de... Il fallait qu'ils apprennent par cœur en fait la géographie de la Normandie, où étaient les villages, les routes, etc. Où seraient, quel point de rendez-vous ils ont, etc. Et, et bah déjà, donc, le truc, c'était de retrouver les copains et retrouver des gradés qui sauraient quoi faire. Ensuite, il y a la prise de la ville de 40 ans. Donc, on est sur des combats qui sont dans une ville où il y a à la fois encore des gens qui vivent, donc des Normands, des civils, et il y a aussi l'armée américaine, l'armée allemande qui est présente et qui garde en fait cette ville-là. Selon les besoins, ils vont être déplacés. Ils vont aller aux Pays-Bas à Eindhoven, ils vont aller aussi à... ensuite, c'est Haguenau, il me semble. Il va y avoir Bastogne en Belgique, où c'est une guerre de tranchées, où ils se pèlent le cul, ils ont rien à bouffer, ils ont rien de chaud, ils se font pilonner la tronche par de l'artillerie lourde en face. Et là, c'est un cauchemar, en gros. Là, on sent que il y a déjà des anciens, ceux qui ont fait le D-Day et compagnie, qui sont un peu au bout du rouleau. Et il peut commencer à y avoir, là, déjà, des nouveaux qui arrivent. Donc, les nouveaux, c'est des réservistes, ça peut être des tout jeunes, ça peut être des gens qui sortent aussi de l'école de l'école militaire. Des gens qui ont fait une école pour devenir officier, mais il faut qu'ils aient de l'expérience de terrain pour pouvoir prétendre à être officier. Quand ils commencent à rentrer en Allemagne, clairement, c'est que ça commence... on arrive vers la fin de la guerre. Et il va y avoir la découverte de camps. Et une fois qu'ils ont commencé à découvrir des camps, l'existence des camps était connue, je crois, des militaires depuis 1943 par là. Donc peut-être pas le grand public tout de suite. Et je pense qu'ils n'avaient pas mesuré ce que c'était. Ils savaient qu'il y avait des gens qui étaient gardés prisonniers, etc. Mais ils n'avaient pas mesuré le truc. Donc là, ils le mesurent. C'est chaud. Et sur le dernier épisode, on est sur un... Là, ils ont été jusqu'au Nid d'Aigle, donc c'était l'endroit où la forteresse du grand dictateur allemand, qui s'était déjà suicidé. Et là, on sent que les gars, ils se relâchent, mais tout en étant encore à fond dans les... à être pas bien, à être au bout du rouleau, avoir découvert aussi ces camps et être bien chamboulé par ça. Avoir quelques années de guerre dans les pattes et ne plus en pouvoir. Et c'était... Et enfin, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette série, outre le fait que c'est une série de guerre et compagnie, on parle de Band of Brothers, oui, parce qu'il y a une solidarité qui s'est nouée entre eux parce qu'ils n'ont pas le choix, faut pas se leurrer. On voit à quel point c'est crucial d'avoir un supérieur hiérarchique qui sait ce qu'il fait, évidemment, vous allez me dire, mais parce que les gars, s'ils n'ont pas confiance en leur chef, ça va pas le faire. Parce que le chef, il peut prendre une décision qui va faire tuer tout le monde. Donc,
Mais enfin, là-dessus, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant, ça, parce que parfois, ils avaient des chefs qui étaient tout pourris, ou qui étaient peut-être de très bons chefs dans les bureaux, mais pas sur le terrain. Et ça, c'était vachement intéressant. Sur comment... Enfin, il y avait un truc qui était hallucinant aussi, un moment. Ils devaient aller prendre une ville. Donc eux, ils sont d'un côté de la ville, il y a les Allemands qui sont au milieu, et il y a une autre compagnie américaine qui est de l'autre côté du champ de bataille, si vous voulez. Donc les Allemands sont un peu pris entre deux feux. Ce qui fait que ça canarde de tous les côtés, compagnie, et eux, ils étaient planqués, la Easy Company était dans les bois, et devait avancer en fait en terrain découvert, abattre des snipers qui étaient cachés, tout en évitant de se faire buter. Donc leur chef, c'est un gars qui a été placé là parce qu'il connaît quelqu'un, ce qui veut dire qu'il était indéboulonnable. Donc les autres chefs, les autres gradés, savaient que ce gars-là était pourri, qu'il était incompétent. Mais ils peuvent rien faire parce que c'est quelqu'un de très haut placé qui l'a mis là. Le mec, il se mouille pas. Il a, il essaye de lier connaissance avec ses hommes, mais c'est que de surface. Il est vraiment là en touriste. Ils dorment même pas là, je crois. C'était à l'époque où ils étaient dans leur trou, dans la neige là. Ils en pouvaient plus. Ils avaient pas de chaussures d'hiver. Ils avaient pas de couverture d'hiver. Ils mangeaient froid. Je pense qu'ils se lavaient pas parce que bah tu te dessapes pas quand il fait -2. Et enfin, vraiment ils en chiaient. Et en gros, le gars, il s'est retrouvé planqué derrière une meule de foin, à ne plus savoir quoi dire, parce qu'ils se faisaient canarder de tous les côtés, et ils étaient coincés. Et il y avait le gars qui avait la radio, et qui avait... le colonel était derrière, avec d'autres gradés, et il avait le commandant Winters à la radio, et il disait, faut vraiment que vous preniez cet appel. Et le mec, en fait, complètement paralysé. Ce qui fait que derrière, ils ont dit, bon, toi, tu vas prendre le relais auprès des... Tu vas devenir le chef, en fait. Donc le gars, il y va, en courant. Et comme il y avait une histoire de radio qui ne fonctionnait pas pour prévenir ceux qui étaient en face, de l'autre côté, derrière les Allemands, le gars, il y allait crème, en courant. Il a traversé toutes les lignes allemandes. Et les Allemands étaient tellement sidérés de voir un Américain qui arrivait en courant, pour sauter par-dessus un mur et revenir. Personne ne lui a tiré dessus. Mais du coup, ils ont réussi à s'en sortir. Au prix de quelques blessés, et je crois bien qu'il y avait eu des morts aussi. Et j'ai trouvé ça hallucinant, en fait. Et là-dessus, je pense que c'était vraiment vrai, parce qu'il y avait si vous voulez, il y avait des témoignages d'anciens combattants à chaque début, voire fin aussi d'épisodes, et je trouvais que c'était vraiment, vraiment chouette de les voir, sachant que certainement ils sont tous décédés maintenant, ou presque, parce que bah, c'est des gens qui sont nés dans les années 20, et on est en 2026, donc je pense qu'ils sont décédés. Et c'est vraiment une super série qui parlait de ça, de comment on fait quand on a un chef qui est tout pourri. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que quand il y avait les anciens, là, les vieux de la vieille qui étaient là depuis tout le début, qui n'avaient jamais pu décrocher, parce qu'ils ont les liens avec l'extérieur, c'est des lettres avec leur famille, mais s'ils ont une permission, c'est qu'ils restent croupiers, un truc comme ça, mais sur place, pas plus. Ils retournent pas dans leur famille. Les seuls moyens, quelque part, d'avoir un peu de répit, c'est d'être blessé, et d'être blessé, mais pas trop quand même, parce qu'il faut pas mourir, et d'aller se faire rafistoler pendant quelques mois, parce que éventuellement tu peux avoir de la rééducation derrière. Et après, tu y retournes. Et sauf que les vieux de la vieille, ils le regardaient vraiment différemment, les réservistes, les tout nouveaux, tout frais qui arrivaient et qui n'avaient pas vécu le D-Day, qui n'avaient pas vécu Bastogne et compagnie. Ils avaient accueilli froidement un de leurs anciens qui avait été blessé assez tôt dans la guerre, et qui a eu des mois de convalescence, et qui revient frais comme un gardon. Et sauf que les nouveaux, ils ont des douches,
ils ont des repas chauds et compagnie, et les autres, ils n'avaient pas eu ça pendant des mois et des mois, au plein cœur de l'hiver. Et c'est super intéressant, parce que je pense que c'est super réaliste, et on voit aussi à quel point, à la fin de la guerre, euh, quand les Allemands, les Autrichiens, etc., se sont rendus, etc., ils ont en quelque sorte que de la surveillance à faire. Ils disaient que ce qui était problématique aussi, c'est qu'ils avaient des soldats qui avaient beaucoup trop de temps et d'alcool à disposition. Et on avait comme ça un jeune réserviste qui était fin bourré, qui avait buté un soldat allemand alors que l'Allemagne avait capitulé, les armées se rendaient, donc on était en paix presque, même si, enfin, ça venait d'arriver quoi, il y a quelques jours ou quelques semaines. Et lui, fin bourré, il avait abattu un Allemand et il avait abattu un Anglais. Et donc, il y a une jeep de soldats américains, dont un qui est un petit peu gradé, qui se rend compte ça déconne vachement là, parce que c'était à l'extérieur, sur une route un peu déserte, il fait nuit, compagnie. Et le gars, il comprend vite fait que bah, t'as buté 2 gens parce que t'avais pas d'essence. Mais il y a un problème là. Et donc ce gars-là, il bute aussi l'autre soldat américain. Évidemment, il y a ensuite des conséquences pour lui. Il y a des conséquences pour lui. Mais j'ai trouvé ça très bien foutu. C'était vraiment, vraiment très bien foutu. Et c'est une série que je vous conseille. Ah, et puis tiens, là, je pense que c'est pas du tout une erreur de casting, je pense que c'est lié à la réalité historique. Parce que moi, je me suis dit, c'est bizarre ça, dis donc. Dans Band of Brothers et dans le film de Terrence Malick, il n'y avait pas un soldat noir. Pourquoi? Ségrégation raciale. Donc, il n'y avait pas de soldats noirs, certainement, dans les troupes aéroportées comme Lizzie Company dans Band of Brothers, et il n'y avait pas de soldats noirs non plus pour la bataille de Guadalcanal, qui pour moi c'était peut-être... Ils avaient été... Je sais pas si c'était des Marines ou si c'était... J'en suis pas sûre, je pense que c'était peut-être des Marines. Parce qu'ils étaient sur un bateau au début. Je suis pas persuadée. Euh, Mais c'était vraiment... Ah oui, puis la ligne rouge, je reviens très rapide dessus. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monologues intérieurs de différents personnages. Ouais, c'était des Marines a priori. Là, je vois des... Il y a une photo de Marines américains. Euh, Donc, a priori, c'était des Marines. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Mais bref, je m'éclate en fait à regarder tout ça. Et je calculais en fait que ça va sans doute être un sixième du roman. Du premier roman, donc avec Paul. Et quand je vais m'attaquer à la bataille du Pacifique, enfin à la guerre du Pacifique, ça va représenter quoi? Un quart du roman avec John. Richie, ça sera le roman de Richie, la romance de Richie va commencer après la fin de la guerre. Donc ça va être des souvenirs. Les souvenirs, ils peuvent être flous. Mais ce qui veut dire que, moi, sûr et certain, Paul, Paul, il est très certainement dans l'infanterie. John, très certainement Marines. Et faut que je vérifie des choses parce que John, il est afro-américain. Et Richie est un aviateur dans le Pacifique. Préparer son roman, c'est aussi faire de la recherche pour, moi, me guider sur des choses qui sont authentiques, réelles ou réalistes, proches du réalisme, pour pas dire de bêtises, entre guillemets. Et c'est aussi donner une couleur, en fait, une intention, un ton à ce roman. Et moi, ce que j'ai pas envie de donner comme ton, c'est de dire ouais, les soldats américains, c'est trop chouette en fait, c'est des héros. J'ai pas ce discours-là. Pour moi, ils ont pu s'engager en fait par conviction personnelle, ou peut-être aussi parce que ça payait bien, ou peut-être aussi que s'ils mouraient, ça payait bien pour leur famille, pour les survivants. Moi, c'est pas un discours que j'ai envie de tenir, le fait que c'était des héros ou des choses comme ça. J'ai envie d'être beaucoup plus terre à terre que ça, beaucoup moins dans l'idéalisation. Et,
Et ouais, avoir une approche plutôt réaliste et psychologique aussi de comment le soldat il gère son quotidien, il gère ses émotions, il gère potentiellement ses grosses difficultés et comment il rêve d'être ailleurs, comment il se projette ou pas du tout. Et je trouvais ça c'est un truc que j'ai envie de faire, donc je vais regarder un petit peu autre chose et puis on verra. Il faut que je trouve aussi exactement dans quelle compagnie va être Paul surtout. Bah, les autres aussi parce que comme ils vont s'échanger des lettres, ils vont s'écrire. Mais il faut que je détermine dans quel corps d'armée et avec qui en fait ils sont pour savoir quel déplacement ils ont fait. Ce qui va me donner du biscuit pour exploiter en fait des scènes, des scènes ou des lettres. On verra un peu sous quelle forme. Mais voilà.